Europe 1. Le grand direct de la santé avec toujours autour de la table le docteur Gérald Kierzek, Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen et on accueille un invité maintenant, Jean-Marc. Oui, on accueille le docteur Patrick Serroc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes nutritionniste et si vous êtes parent ou grand-parent, vous devez sûrement connaître cette guerre des repas où l'enfant préfère se gaver de produits industriels ou de hamburgers plutôt que de manger des petits plats équilibrés que vous avez préparés avec amour. Alors faut-il s'inquiéter si votre ado refuse de bien s'alimenter? Le docteur a écrit un livre qui s'appelle La guerre des repas n'aura pas lieu aux éditions Marabout. On va en parler avec vos appels au 39 21 avec le docteur Jean-Michel Cohen également. Mais docteur Patrick Serroc, il y a quand même une notion assez surprenante dans votre livre. C'est cette notion que vous appelez don contre don. J'avais jamais entendu parler de ça. Oui. Avec les ados. Expliquez-nous ce que c'est. Ce qui se passe, c'est que les enfants, depuis l'enfance, finalement, reçoivent le meilleur des parents. Ils reçoivent l'amour, ils reçoivent les meilleurs plats, toute l'attention des parents. Et les enfants reçoivent, mais ont besoin de rendre. Et lorsqu'ils rendent, il faut les remercier. Si on ne reconnaît pas leurs dons, que ce soit des dons visibles, là qui vont mettre la table, débarrasser la table, descendre la poubelle, ou des dons invisibles, l'inquiétude par exemple d'un enfant qu'il a pour ses parents, ou les câlins par exemple qu'il va faire parce que sa mère justement a discuté avec sa mère et que ça va pas du tout, eh bien tous ces dons invisibles, s'ils ne sont pas reconnus par les parents, entraînent des troubles du comportement alimentaire. C'est-à-dire que les conflits que l'on a à table, eh bien en fait on leur origine en dehors de la table, et que si les parents ne voient pas tout ce que les enfants font pour eux, eh bien à ce moment-là, il y a du surpoids, de l'obésité, de l'anorexie, des compulsions alimentaires. Et c'est ce que nous avons trouvé et ce qui n'a jamais été décrit. Ce qui veut dire clairement aujourd'hui que si un enfant mange mal à table, mange de façon déséquilibrée, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Il y a un problème ailleurs, pas uniquement déséquilibré. Il va par exemple refuser de manger, il va faire des caprices, il va se lever. L'adolescent, il va prendre son blouson, il va manger avec un blouson à table, ou bien il va partir dans sa chambre, il va refuser. C'est qu'il y a un problème ailleurs, effectivement. Donc c'est la faute des parents ? C'est pas la faute de personne, c'est simplement le fait que les parents ne voient pas tout ce que l'enfant fait pour eux. Les enfants s'inquiètent beaucoup pour les parents. Et quand il n'y a pas cette reconnaissance, alors il y a une rupture de ce lien du don que les parents font et du contre-don que les enfants font à leurs parents. Docteur Jean-Michel Cohen. Alors, est-ce qu'il faudrait simplifier en disant que finalement, la nourriture, c'est de l'amour et recevoir le don de l'enfant, c'est-à-dire reconnaître l'amour que l'enfant vous porte, c'est une façon de le laisser consommer. Ça veut dire comme... Oui, c'est de le laisser finalement trouver son identité. Manger, c'est pas uniquement manger les aliments, c'est manger de la culture. Et c'est trouver son identité. Et il arrive à trouver son identité justement lorsqu'on lui laisse la place, lorsqu'on reconnaît qui il est et tous les dons qu'il fait pour vous. À ce moment-là, il peut manger sa nourriture. Donc, si je comprends bien, si on a un fils ou un petit-fils, si on est grands-parents, qui adore McDo, qui adore les Big Mac, il faut l'emmener tous les midis chez McDo. Pas tous les midis. Pourquoi tous les midis chez McDo? Mais si ça lui fait plaisir. Le rôle, mais c'est pas une question de plaisir. Le rôle des parents, c'est de leur donner un cadre et de montrer aux enfants qu'est-ce qu'ils doivent manger. Mais donc il faut pas lui dire mange pas ça, c'est pas bon pour ta santé, c'est pas équilibré. Quand on est à table, on n'apporte pas de McDo à table. On le mange à l'extérieur, ouais. On va le chercher. Quand on est à table, les parents ou les grands-parents apportent les plats qu'ils pensent être bien pour leurs enfants et qu'ils vont goûter. Mais si vous dites j'en veux pas, je veux pas tes carottes râpées, je veux pas tes haricots. Eh ben c'est très bien, on peut juste lui demander de goûter, c'est tout, et de pas manger. Il y en a qui refusent, hein. Et il y en a qui refusent. Dans ce cas-là, eh bien on représentera plusieurs fois parce que toute la table mangera et lui ne mangera pas de ça. Et il on mangera lui donne d'autres choses. On lui donne autre chose ou pas? On peut lui donner autre chose. On s'interroge aussi sur ce qu'il aime et on va lui demander. Mais donc il faut lui faire plaisir malgré tout. Mais on lui fait plaisir par cet acte-là à la fois de reconnaître qu'il a le droit de dire non. Docteur Cohen. Oui, mais là, ce que je comprends plus, Patrick, c'est quelle valeur tu donnes au contre-don. C'est-à-dire en quoi intervient l'enfant. Tu dis, voilà, il faut reconnaître l'amour que l'enfant veut nous porter au travers de l'alimentation. Là, c'est pas très clair. Non, pas au travers de l'alimentation. Non, reconnaître tout ce qu'il fait pour les parents. Il va faire plein de choses, cet enfant. Par exemple, je te dis, il va avoir des dons visibles, par exemple, comme je l'ai dit, débarrasser la table, faire le petit déjeuner le matin pour les parents, vouloir participer à la cuisine pour faire des gâteaux. Eh bien, dans ce cas-là, il faut lui dire merci et il faut le laisser participer. Et il a beaucoup de dons invisibles et que les parents n'arrivent pas à voir, mais il suffit de regarder simplement comment vit son enfant sur justement l'inquiétude qu'il a pour ses parents. Alors moi, je propose l'appel à une amie. J'appelle Sabrina Philippe. Bonjour. Bonjour.
qui est psy. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse? Alors, je pense qu'il y a plusieurs paramètres. Déjà, il y a quand même une chose, c'est qu'on partage de moins en moins de repas. Vraiment, le repas est de moins en moins une fête. Et c'est de moins en moins une fête pour les parents parce qu'ils travaillent beaucoup, ils rentrent pressés. Et c'est vrai que l'enfant a de moins en moins aussi l'impression, dans notre société, où on va de plus en plus vite, que le repas est une fête, qu'on peut se poser, que c'est un moment de partage. Donc, c'est difficile de dire à un enfant de manger des choses qui lui parlent pas au premier abord, si on n'a pas dressé une table, pris le temps de parler et que ça vient pas s'inscrire aussi dans la conversation. C'est plus facile de faire manger un enfant lorsque tout le monde est à table dans un esprit un peu de fête. Alors parfois c'est rien, c'est mettre une bougie sur la table, c'est vraiment mettre la table, c'est se poser 5 minutes pour pouvoir parler, pour pouvoir faire un moment d'échange. Pas expédier le repas. Exactement, sans télévision, sans le plat qu'on met au micro-ondes et hop, on débarrasse à toute vitesse. Donc ça me semble la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que, on le sait, les enfants, notamment petits, ont tous des crises de maniérisme alimentaire, ce qu'on appelle de maniérisme alimentaire. Ils vont choisir leurs aliments petit à petit. Ils vont essayer aussi, finalement, d'imposer leur toute-puissance aux parents. C'est une façon pour eux de tester. Allez, je teste, je vais voir si le parent, voilà, je veux pas manger, et je vais voir si le parent répond. Et parfois, c'est aussi, je veux manger que ça. Vous avez des enfants qui disent je veux manger que du marron, alors notamment le chocolat, voilà, ou que du blanc, alors rarement que du vert, parce que c'est les légumes, mais voilà. Et c'est une façon pour l'enfant de tester. Et si le parent répond aussi toujours positivement finalement à cette demande, il va l'entraîner à être de plus en plus dans cette volonté de contrôle. Donc je pense qu'il faut bien faire la distinction aussi finalement entre le maniérisme alimentaire de l'enfant qui est naturel, et puis le fait, en effet, de pouvoir dire à un enfant, bah, écoute, t'aimes pas, goûte quand même. Docteur Patrick Serra. Alors, on appelle ça la néophobie alimentaire, elle a lieu de 18 mois à 3-4 ans. C'est une phase tout à fait normale de l'enfant. Il va dire non à ses parents, et le fait de pouvoir dire non à des aliments lui permet de trouver son identité, sa Mais chez les ados, personnalité. ça existe aussi. Chez les ados, c'est plus compliqué parce que c'est un moment de rupture avec les parents, c'est un moment de rupture dans sa vie puisqu'il veut devenir un adulte, il est obligé de rejeter une partie de ce qu'il a appris, et en même temps c'est le moment où les parents doivent tenir absolument leur rôle, c'est-à-dire continuer à proposer les aliments qu'ils pensent bien pour lui. Même si, d'un autre côté, il va aller manger dans sa chambre, il va partir, mais cette phase-là va passer et il récupérera à ce moment-là les habitudes que les parents, c'est la transmission. Question de la jeune maman, Elisabeth Assayag. Alors moi, c'est davantage un témoignage. Moi, il préférerait dîner des chips plutôt qu'une soupe. Et j'essaye tous les soirs à ce qu'ils aient une soupe de légumes à table. 4 ans et 2 ans. Ils sont dans l'opposition totale. Et depuis quelques semaines, quand ils refusent la soupe, je dis d'accord, pas de problème, lève-toi de table. Ah, c'est fini. Et rien à manger. Mais 10 minutes après, ils reviennent et ils prennent la soupe. Docteur Serroc, c'est une bonne stratégie, ça? Si c'est une stratégie que la maman a décidée avec le papa et qu'ils ont décidé ensemble de donner à leur enfant, c'est effectivement quelque chose qui est bien pour eux parce qu'ils se sont mis d'accord sur pour eux, la soupe, pour la maman, la soupe, c'est très important. Et elle veut transmettre ça. Donc elle a raison, elle le défend. Et l'enfant comprend très bien au bout d'un moment que là-dessus, il va falloir qu'il cède aussi. Docteur Cohen. Alors, je voudrais rappeler quelque chose. Quel est le système que peut avoir un enfant pour installer un conflit avec ses parents et en même temps maîtriser ce conflit? C'est l'alimentation. Puisqu'il n'a pas d'autorité sur ses parents et puisqu'il a envie de temps en temps de les punir, il va utiliser les aliments pour les punir. Exactement. Donc, quand il y a des refus alimentaires systématiques, il faut savoir qu'il y a une cristallisation du conflit parent-enfant autour de la nourriture. Et là, c'est difficile de dominer l'enfant parce qu'on ne peut pas lui pousser la nourriture dans la bouche et c'est ce qui crée l'inquiétude des parents. Et là, Patrick a raison, ça veut dire qu'il faut s'interroger sur ce qui se passe entre l'enfant et le parent, et en même temps souvent la tentation des parents c'est de céder, parce que l'urgence pour eux c'est de faire manger l'enfant, et finalement il a gagné le conflit. Mais est-ce qu'imposer une soupe par exemple comme le fait Elisabeth, est-ce que c'est bien parce qu'on se dit c'est la chose la plus équilibrée, et on comprend ce qu'elle veut dire en fait, c'est un aliment équilibré, c'est un aliment sain, c'est ce que doit avoir... Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est-à-dire que la cristallisation du conflit, elle se fait toujours autour des légumes. Alors, j'ignore pourquoi, mais c'est autour des légumes. Parce qu'on dit que c'est ça. Elle se fait pas sur le poisson, la sole grillée ou le parce caviar. que c'est ça. Mais oui, mais justement, c'est de la morale à ce moment-là. Parce que l'enfant, il a le droit. Non, parce qu'en général, un enfant, par exemple, qui aime pas les tomates, il peut aimer les concombres. Un enfant qui aime pas la soupe, il peut aimer la purée de légumes. Un enfant qui aime pas du tout les légumes, on peut les mettre dans les pâtes. Patrick a sûrement une réponse dans son livre pour ça. Docteur. Je voudrais répondre à Elisabeth. Je pense qu'elle a raison, Elisabeth, parce que
ce conflit-là c'est elle qui a décidé que ça serait comme ça. Et pour chaque famille, c'est différent. Il y a des familles qui vont céder et qui vont ne pas aller jusqu'au bout des choses. J'ai cédé, mais après, je vois que ça marche, donc s'ils veulent ensuite manger autre chose, voilà. Pas de problème. Et si ça n'avait pas marché, il y a eu cette base. si ça n'avait pas marché, vous auriez changé de stratégie. Sûrement. Voilà. Donc il y a une adaptation à chaque famille de ce concept-là. Mais qui doit décider ce qu'on mange le soir quand on a un ado? C'est la famille ou c'est l'ado? C'est la famille qui décide ce qui est bien pour la famille. Et l'ado, lui, va lutter, effectivement, essayer, mais le fait qu'on leur continue à présenter la même chose dans la famille, eh bien, ça permet de rassurer l'ado sur le fait que la transmission continue et il le récupérera plus tard. Docteur Gérald Kierzek. Je trouve ça passionnant comme approche parce que souvent on court après avec les régimes. Chaque année, on a des nouveaux régimes. Et là, on traite la cause. Dans votre livre, vous traitez la cause de ces conflits qui ont une genèse très tôt dans l'enfance, par ces conflits avec la famille, puis des conflits internes. Et quand on sait les liens entre le corps et l'esprit, et que nous, après, avec des adultes, vous comme nutritionniste, vous courez après ces solutions, là, vous allez proposer des clés de décryptage, voire de prévention, puisque là, il y a des petits cas cliniques, il y a des histoires extrêmement concrètes, aussi bien pour les enfants, pour les ados. Exemples, et je trouve que ça, c'est une approche qui est totalement innovante. Docteur Cohen. Moi, je suis complètement pour cette stratégie du don et du contre-don parce que l'alimentation, c'est un vecteur de quelque chose. Par exemple, ce que Patrick a rappelé tout à l'heure, c'est que les enfants n'apprennent pas à manger au travers seulement de ce qu'on leur donne à manger, mais au travers de ce qu'ils voient dans l'assiette de leurs parents. Et donc, ça sert à rien de forcer à manger la soupe si vous-même n'en mangez pas. Donc, j'espère, Elisabeth, que vous mangerez la soupe que vous servez à vos enfants. Est-ce que vous la mangez, vous, la soupe devant eux? Mais je la mange et ensuite on peut partager un petit paquet de chips tous les trois, il n'y a pas de problème. Mais vous mangez la soupe devant eux? Oui, quand je suis avec eux, mais je fais en sorte de... J'ai mon bol de soupe le même que... Ça, c'est très important. Les parents doivent manger ce qu'ils proposent proposent à l'enfant. Voilà, Absolument. merci beaucoup, docteur Patrick Serroc, d'avoir été avec nous. Le livre s'appelle La guerre des repas n'aura pas lieu, les nouvelles clés pour résoudre vous-même les conflits alimentaires avec votre enfant. Et c'est paru chez Marabout. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, on va vous parler de l'épilepsie. Et puis, on va également vous donner les conseils pour être irrésistible avant la Saint-Valentin. C'est Europe 1. À tout de suite.